Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième cours consacré cette année au langage du cerveau, les liens entre parole, musique et mathématiques. Et aujourd'hui, vous savez que je vais consacrer 2 cours à l'organisation des systèmes du langage, 2 cours à la musique et 2 cours aux mathématiques. Et donc, dans ce cours d'aujourd'hui, nous allons traiter de la modularité des structures linguistiques et du traitement non conscient des structures linguistiques. Alors, le traitement du langage est-il organisé de façon modulaire? C'est la question qui nous occupera aujourd'hui. Vous savez que Jerry Fodor, en 1983, a publié un livre plutôt, The Modularity of Mind, où il discute des critères de modularité dans l'organisation d'un système de traitement cérébral et psychologique. Et la question qui va donc nous occuper, c'est est-ce que le noyau des aires du langage vérifie ces critères de modularité? Alors, j'avais déjà abordé un petit peu la question l'an dernier. Un des critères, c'est l'existence d'une architecture neurale fixe, reproductible d'un individu à l'autre. Et je vous avais montré, mais y compris la semaine dernière, que tel est le cas pour le traitement syntaxique. On retrouve effectivement les mêmes aires et il y a même un système de connexion anatomique bien reproductible et des récepteurs spécifiques. Je vous rappelle le travail de Katrina Moons-Karzilos, des récepteurs qui montrent que les aires du langage forment une famille homogène. Ensuite, deuxième critère, un développement rapide, propre à l'espèce, en l'occurrence l'espèce humaine. Nous avions vu effectivement l'existence de données qui montraient que sur le plan cérébral, le réseau des aires du langage est activé très rapidement, dès quelques mois de vie, et que l'enfant apporte à la question de l'acquisition du langage des capacités particulières qui le font converger très très vite vers les propriétés de sa langue maternelle. Troisième critère, spécialisation. Est-ce qu'on peut parler, et c'est vraiment la question centrale du cours de cette année, d'une spécialisation d'un système cérébral pour le traitement du langage, par opposition à des systèmes que Fodor appelle horizontaux, isotropes, qui sont des systèmes qui interviennent dans de multiples domaines cognitifs. Donc, c'est une des questions dont on va traiter dans le cours d'aujourd'hui. Et une question complémentaire, est-ce qu'il y a encapsulation des informations, c'est-à-dire qu'une partie du réseau ne traite qu'une partie de l'information disponible. Je vous avais montré, par exemple, la semaine dernière, avec les travaux que nous avions menés avec Christophe Pallier, qu'il y a effectivement une partie des aires cérébrales qui s'activent pendant le traitement du langage, qui ont l'air en fait de ne s'intéresser qu'aux informations syntaxiques. On le voit parce que même lorsqu'on remplace les mots par des pseudomots, eh bien, ça ne les empêche pas de continuer à faire le travail de construction des arborescences syntaxiques. Donc, c'est un système qui semble largement aveugle à l'information sémantique, spécialisé dans le traitement des informations syntaxiques. Et enfin, il y a un dernier critère qui est que le traitement peut être automatique, inaccessible à la conscience. Si un module est spécialisé pour le traitement de l'information, il la traite de façon strictement automatique, efficace, et sans nécessairement que l'information soit disponible pour des traitements conscients. Alors effectivement, le traitement syntaxique est peut-être l'un des meilleurs exemples de traitement non conscient. Nous n'avons pas conscience des opérations grammaticales qui nous permettent de comprendre le français ou l'anglais, sinon la linguistique serait vraiment une œuvre extrêmement facile. C'est parce que ces systèmes sont largement automatisés que nous avons du mal à les analyser. Néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que s'il n'y a aucune conscience d'avoir vu un mot, est-ce qu'il y a encore une forme de traitement syntaxique et jusqu'à quel niveau? Donc ce seront les 2 questions que nous allons traiter dans le cours d'aujourd'hui. Premièrement, quelles opérations syntaxiques peuvent se dérouler avec ou sans conscience? Et le réseau de traitement du langage ne répond-il qu'à la syntaxe du langage ou également à la syntaxe d'autres domaines? Évidemment, cette question continuera de nous occuper lorsque nous parlerons de mathématiques et de musique, mais nous commencerons à l'aborder aujourd'hui. Alors, sur le plan du traitement conscient, il est utile de commencer par une vision, une sorte de modèle que nous avons proposé avec Lucie Berkovitch au laboratoire, de ce que peuvent être les différentes étapes de traitement syntaxique d'un mot. Il est évident que pour construire la syntaxe d'une phrase, pour comprendre quels mots sont attachés à quel autre mot, il faut connaître leur catégorie syntaxique et également de nombreuses autres propriétés de ces mots. Par exemple, pour les verbes, il ne suffit pas de savoir qu'il s'agit d'un verbe, il faut savoir quel est le nombre d'arguments de ce verbe. Alors, on peut penser donc que lorsque vous voyez une phrase, que vous lisez par exemple une phrase comme « le boulanger va toucher le chèque du boucher », eh bien, l'analyse va commencer par un niveau orthographique qui va identifier la séquence de lettres. Nous avons parlé dans de nombreux cours précédents, le système de la forme visuelle du mot, qui arrive à reconnaître la séquence de lettres et le mot particulier indépendamment de la taille, de la police dans laquelle le mot est présenté.
Sur le plan syntaxique, on peut penser ensuite qu'il va y avoir une analyse morphologique qui va jouer un rôle important. Donc on peut penser qu'il y a une voie particulière qui s'intéresse aux règles morphosyntaxiques. Et dans le cas ici du mot toucher, si on pense que le système est en train d'analyser spécifiquement le mot toucher, eh bien on sait que rapidement le système orthographique va repérer les morphèmes de ce mot, repérer que ER est une terminaison possible et que c'est une terminaison qui suggère un verbe, par exemple. Dans le même temps, ça ne suffit pas. Il peut y avoir des mots comme boucher, par exemple, qui sont plutôt des noms que des verbes, même si c'est ambigu, ou des mots comme dentier, qui sont strictement des noms. Donc la terminaison peut être un indice insuffisant. Il y a donc nécessité de postuler un deuxième système qu'on appelle le lexique syntaxique, qui lui sait, pour chacun des mots, toucher, dentier, boucher, quelles sont les possibilités réelles. Et en l'occurrence, toucher a beaucoup plus de chances d'être un verbe à l'infinitif, même si on parle du toucher d'un piano, par exemple, ou d'un pianiste. Alors, bien sûr, il va falloir résoudre les contraintes, ici, satisfaire les contraintes issues de ces deux voies pour arriver à une conclusion, peut-être probabiliste, et certainement influencée par le contexte. Les mots précédents, ici, le boulanger va, vont certainement contraindre et influencer ici très fortement la conclusion qu'il s'agit effectivement d'un verbe. Et nous devons postuler qu'à un moment, le système converge vers la notion de trait syntaxique. C'est un postulat que font de nombreux linguistes, que le mot touché finit par être caractérisé comme étant plutôt un verbe à l'infinitif. Et ces informations, ainsi que d'autres, vont pouvoir être passées à un système qui va regarder les combinaisons de mots, qui va pratiquer ce qu'on appelle l'intégration syntaxique, qui va donc s'appuyer sur les mots précédents, le boulanger, et va commencer à construire successivement, sur la base de ces traits syntaxiques, des arbres tels qu'on en a parlé la semaine dernière. Pour ce faire, il faut évidemment avoir un buffer, parce qu'on ne peut pas toujours traiter les mots en temps réel, l'un après l'autre. Parfois, il faut attendre les mots suivants pour savoir quelle est la structure qui va être mise en place. Donc, il y a ici un buffer, et il va y avoir évidemment une circulation de l'information, puisque les mots du passé permettent de contraindre l'analyse syntaxique des mots suivants. Voilà donc une sorte d'analyse très schématique, boxologique, comme on dit en psychologie, en boîte et en flèche, de ce que pourraient être les traitements de l'information pour l'analyse syntaxique au début, dans le niveau du mot isolé. Alors, nous allons l'analyser dans une série d'expériences qui ont été menées donc, par Lucie Berkovitch pour sa thèse, et qui regardent si ces différentes étapes peuvent se dérouler sans conscience. La technique est toujours la même, on va regarder l'amorçage syntaxique, c'est-à-dire la capacité du sujet, lorsqu'il fait une tâche, par exemple de décision, est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe, on va lui demander d'appuyer sur des boutons pour dire est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe. On va regarder si les temps de réaction sont influencés par la présentation préalable d'un autre mot qui va amorcer le jugement ici, et qui va nous dire donc si cet autre mot, qui peut être non conscient, a traversé cette route ou a traversé cette route, et donc a été traité sur le plan syntaxique. Alors je rentre tout de suite dans le concret. Voilà la première expérience qui a été menée. On a donc un mot cible qui est présenté pendant une durée longue. Le sujet le voit clairement et doit dire s'il s'agit d'un nom ou s'il s'agit d'un verbe. Avant ce mot cible, il peut y avoir un autre mot qui est présenté pendant une durée beaucoup plus courte, 33 millisecondes, et dans certains essais, il est démasqué, c'est-à-dire qu'il est précédé d'un blanc et suivi d'un blanc, donc on le voit bien, il est conscient, et dans une deuxième condition, masqué, il est rendu invisible par la présence de ces masques qui précèdent et qui suivent. Vous voyez qu'on est parvenu à avoir les mêmes délais et les mêmes durées de présentation dans les deux cas, mais masqués ou non masqués. On va donc pouvoir regarder s'il y a une influence inconsciente de ce mot ici, qui peut être par exemple le verbe prêter, sur un autre verbe qui peut être le verbe languir, ou de la même manière un nom précédant un nom, ou un nom précédant un verbe précédant un nom. Cette expérience a fait l'objet de plusieurs précautions méthodologiques qui sont intéressantes à regarder de près. D'abord, on s'intéresse à savoir s'il va y avoir un effet de la répétition de la même catégorie, donc un amorçage en fonction de la catégorie syntaxique, et donc évidemment pas la répétition des mêmes mots. On ne répète jamais le même mot. Non seulement ça, mais pour chaque sujet, on fait une liste de mots qui vont servir uniquement d'amorce dans la condition subliminale, ici inconsciente. Donc ces mots qui sont inconscients ne sont jamais vus consciemment. Ce qui veut dire qu'il s'agit de mots complètement différents, qui sont mis en réserve en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on catégorise consciemment les mots, on pourrait tout simplement retenir une sorte d'appariement entre la forme orthographique et la réponse motrice.
Et on ne pourrait plus assurer que l'existence d'un amorçage implique un traitement de haut niveau syntaxique. Mais ici, comme ces mots ne sont jamais vus consciemment, les sujets ne peuvent pas mémoriser quelle action doit être faite vis-à-vis de quel mot. Donc il faut vraiment qu'il y ait un traitement de haut niveau qui conduise à la conclusion est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe. Les verbes sont à l'infinitif, comme vous pouvez le voir, ce qui fait que toutes les combinaisons sont agrammaticales, y compris donc lorsqu'un nom est suivi d'un verbe, prêtre, languir, ça n'est pas grammatical non plus. Les noms et les verbes sont appariés en longueur, en fréquence, donc toutes les choses sont égalisées, et surtout sur le plan orthographique. En fait, on a formé des paires de mots, comme écuyer versus écumer, l'un est un nom, l'autre est un verbe, ou réservoir, recevoir, et on s'arrange pour que les lettres ne soient pas répétées, en tout cas les terminaisons ne soient pas répétées. Ni la première lettre, ni la terminaison ne sont répétées. Donc, lorsqu'il y a amorçage, il ne s'agit pas d'un amorçage sur le plan de l'orthographe du mot, mais bien de la catégorie du mot. Enfin, la dernière précaution méthodologique, c'est la vérification de l'invisibilité de ces mots. Ce qu'on fait traditionnellement, c'est de demander au sujet dans un bloc séparé d'essais, on remonte exactement la même chose, mais on lui demande cette fois-ci de prêter attention au premier mot, dont on lui dévoile l'existence, puisqu'il ne l'a pas vu auparavant, au moins dans cette condition-là. On lui dit il y a toujours un premier mot, vous devez négliger le deuxième, jugez si le premier est un nom ou est un verbe. Et dans la condition invisible, les sujets sont au niveau du hasard, ce qui est interprété comme une preuve supplémentaire d'invisibilité, en plus du comportement subjectif qui est que le sujet est toujours surpris d'apprendre l'existence des mots dans cette condition-là, eh bien, il n'arrive pas non plus à faire une tâche objective de classification de ce mot. Voilà, donc les conditions sont réunies maintenant pour regarder les résultats, et les résultats sont extrêmement simples. Vous voyez que ici, il s'agit des temps de réaction dans la condition consciente et ici dans la condition non consciente, et on voit que le temps de réaction s'accélère dans la condition congruente par rapport à la condition incongruente. Un nom amorce un nom, un verbe amorce un verbe, qui crée ce patron d'interaction ici, tout à fait clair dans la condition consciente, mais également présent dans la condition non consciente, avec un effet beaucoup plus faible, de quelques millisecondes, mais qui est significatif. Donc vous voyez qu'il peut y avoir un amorçage non conscient, même au niveau de catégories syntaxiques qui sont non triviales, puisqu'ici les mots se ressemblent énormément, et c'est le lexique syntaxique qui permet de connaître la bonne réponse. Est-ce que prêter est un verbe ou ne l'est pas? Est-ce que écuyer est un verbe ou ne l'est pas? Et ça n'est vraiment pas dans la surface du mot qu'on peut le savoir. Cette expérience a non seulement montré donc un passage par le lexique syntaxique, mais aussi un effet de la terminaison, qui est en fait complètement orthogonale à la catégorie non-verbe. Si on regarde les différentes terminaisons possibles des mots, eh bien on s'aperçoit que certaines terminaisons favorisent plutôt la réponse verbe et d'autres la réponse non. Donc ici, vous avez la différence de temps de réaction entre la réponse non et la réponse verbe. Eh bien, par exemple, les mots qui se terminent en ER, conformément à notre intuition, ont tendance à être traités comme des verbes, et les sujets ont vraiment du mal, et c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de millisecondes ici, de ralentissement pour dire qu'il s'agit effectivement d'un nom lorsque c'est écuyer, par exemple. Il y a une différence de fréquence de cette terminaison qui va plutôt à l'avantage des verbes. Vous voyez que pour les autres terminaisons, c'est plutôt l'inverse. Si on a des terminaisons, ce n'est pas évident de le savoir a priori, mais RE, par exemple, c'est plutôt interprété comme étant un nom, comme armoire, par exemple, plutôt qu'un verbe comme prendre. Alors, nous espérions que cet effet serait également présent au niveau non conscient. Nous n'avons pas observé un tel effet. C'est-à-dire que lorsque l'amorce a une terminaison de verbe, ce n'est pas pour autant qu'elle amorce un verbe. Dans cette expérience-ci. Mais on s'est immédiatement posé la question, est-ce que le délai entre l'amorce et la cible n'est pas trop long? Il est ici de 133 millisecondes, c'est un long délai, ça laisse beaucoup de temps au système pour se stabiliser sur la voie lexicale, sur la connaissance réelle de est-ce que écuyer est un nom ou est un verbe, et donc il est possible que l'effet lexical domine sur l'effet de terminaison. Donc nous avons mené une deuxième expérience, toujours avec Lucie Berkovitch, cette fois-ci en raccourcissant considérablement le délai. Vous voyez qu'il n'est plus que de 50 millisecondes, ici 33 millisecondes de présentation de l'amorce, 16 millisecondes de présentation d'un masque, avec des conditions, avec un pré-masque ici, qui rendent toujours la condition strictement invisible. Et le délai est un petit peu plus grand, avec toujours ce blanc ici, pour rendre le mot clairement visible dans la condition démasquée. Eh bien, les résultats ont été complètement répliqués, donc on a retrouvé d'abord cet effet d'amorçage non-verbe, donc le sujet a vraiment accès à la catégorie non-verbe consciemment, mais aussi non consciemment, même lorsqu'il ne souhaite pas, puisqu'évidemment la tâche ici lui demande de se concentrer sur la cible et d'éviter l'amorce. Donc il n'arrive pas à se concentrer uniquement sur la cible, il y a un effet automatique de l'amorce. Mais cette fois-ci, d'abord, on a répliqué notre effet de terminaison de la cible. Vous voyez que c'est extraordinairement réplicable. Ce patron de certains mots conduisent à plutôt privilégier la réponse verbe et d'autres la réponse non, certaines terminaisons plutôt. Mais cette fois-ci,
on observe également cet effet au niveau de l'amorce. Et donc là, ça devient extrêmement intéressant. Vous avez un mot comme écuyer, c'est effectivement un nom, mais parce qu'il se termine en ER, il va amorcer brièvement la réponse verbe. D'accord ? Donc, il y a à la fois un traitement des terminaisons et un traitement lexical, et les deux peuvent se produire non consciemment, puisqu'on a observé ça dans la condition non consciente, et également lorsqu'on analyse les temps de réaction les plus rapides de la condition consciente. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment les deux voies qui se déroulent en parallèle, comme suggéré dans le modèle initial. Hein. Un mot comme toucher va à la fois être analysé pour sa terminaison et pour sa présence dans le lexique qui va conclure. C'est le lexique qui a raison à la fin. C'est le lexique qui dit écuyer. Non, écuyer n'est pas un verbe, écuyer est bien un nom. Mais ça va prendre un petit peu de temps, et pendant ce temps-là, on va observer un bref effet d'amorçage par la terminaison. Alors, continuons ces expériences. Ici, l'amorçage est exclusivement nom versus verbe. Et évidemment, c'est la tâche qu'on demande au sujet. On demande au sujet de décider si les mots sont des noms ou sont des verbes. Donc on peut penser que c'est peut-être tout simplement un effet de la tâche. Le sujet se concentre sur cette classification nom-verbe pour la cible et il applique cette instruction inconsciemment à l'amorce. Alors on a été rechercher si on pouvait avoir un vrai effet d'amorçage syntaxique dans une condition où l'amorce n'est plus un nom ou un verbe, mais est quelque chose qui est relié au nom ou relié au verbe. En l'occurrence, donc un déterminant ou un pronom. Donc déterminant prédit qu'on devrait avoir un nom, pronom prédit qu'on devrait avoir un verbe. Est-ce que cette sorte de prédiction ou d'attachement syntaxique se produit de façon non consciente? Donc on refait exactement la même expérience, mais cette fois-ci, les cibles sont toujours des noms et des verbes, mais les amorces ne sont plus de la même catégorie. Les amorces sont des déterminants le ou un en français et des pronoms il ou on. Et évidemment, si le sujet se contente d'appliquer la tâche nom versus verbe, elle ne s'applique pas aux amorces. Mais si on observe un effet d'amorçage, c'est donc bien qu'il y a des attentes syntaxiques qui sont créées, éventuellement de façon non consciente. Alors, toujours des précautions méthodologiques. Les verbes sont maintenant conjugués et appariés au nom, toujours sur le plan orthographique. Donc, on peut avoir des paires comme il dort, le sport, qui seraient des paires congruentes, versus le dort, il sport. Et ces paires sont également fréquentes, ce qui fait que le sujet n'a aucun intérêt à se servir de l'amorce, mais ce qu'on regarde, c'est ce qu'automatiquement le système traite les amorces. Les verbes transitifs directs sont exclus, parce que ça rendrait certaines transitions légales, au moins à l'intérieur de phrases. Donc par exemple, le mange, évidemment c'est agrammatical, mais ça pourrait être il le mange. Voyez. Donc on a exclu ce type de situation. Et puis, toujours pareil, les amorces sont différentes dans les essais conscients et les essais non conscients. Donc il y a une série d'amorces qui sont choisies pour un sujet donné pour être strictement non conscientes, qui ne sont jamais vues par le sujet. Donc un sujet donné pourrait recevoir le et on dans les essais conscients, il et un dans les essais non conscients. Je m'excuse de ces détails méthodologiques, mais enfin, ils sont quand même très importants pour prouver qu'on a bien affaire à un traitement syntaxique non conscient et pas à un amorçage sensorimoteur ou un apprentissage de bas niveau. Alors le résultat est extrêmement clair, toujours la même configuration. Les sujets sont plus rapides dans la condition congruente que dans la condition incongruente. Il y a une belle interaction et pratiquement c'est toujours le cas dans la condition non consciente. L'effet est réduit, mais il est toujours présent, toujours significatif. Donc cette fois-ci, c'est bien un amorçage syntaxique à l'intérieur d'un petit syntagme verbal, pronom, verbe, ou bien d'un syntagme nominal, déterminant, nom. Oui. Tout ceci de façon non consciente, le sujet a l'impression de ne se concentrer que sur le nom ou le verbe qui se termine. Alors, évidemment, cette expérience continue peut-être d'avoir une interprétation possible de bas niveau, c'est qu'il y a des probabilités de transition. Si je reviens en arrière peut-être à cette diapo-ci, il est évident que dans le lexique du français, si on faisait une analyse d'un corpus du français, on verrait que « il dort » ou « le sport » sont fréquents, ce sont des probabilités de transition qui sont relativement élevées, alors que le dort et il sport, ça n'est pas possible. On verrait ça de façon extrêmement rare ou nulle dans une analyse du corpus du français. Donc un système qui se contenterait de regarder les probabilités de transition, comme on a discuté par exemple la semaine dernière dans le séminaire avec Florent Méniel, pourrait donner lieu à ce type d'amorçage. Il faudrait que ce soit des probabilités de transition au niveau lexical ou au niveau catégoriel. Mais ça pourrait donc être une interprétation alternative, si vous voulez, de ces expériences. Alors, pour regarder cela, on a introduit des violations des probabilités de transition entre les mots, et non pas au niveau des catégories syntaxiques. Donc, je vous montre tout de suite comment ça marche. Ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une manipulation du singulier et du pluriel.
Donc cette fois-ci, on va toujours avoir des déterminants précédents des noms ou des déterminants précédents des verbes, ou des pronoms précédents des noms, des pronoms précédents des verbes, mais on va rajouter en plus une variable singulier pluriel qui va introduire des violations syntaxiques et des violations de la probabilité de transition. Donc par exemple, il va y avoir des conditions du type des stades, mais sans S, mais néanmoins c'est bien un nom qui suit un déterminant. C'est syntaxiquement correct, même si le marqueur du pluriel ici n'est pas correct. De la même manière, il tarde. Et évidemment, il devrait avoir ici une compatibilité, en dépit de la faute d'accord, par rapport à des conditions telles que des tarde ou il stade. Je pense que vous avez compris la logique. Et effectivement, donc, on peut maintenant regarder l'amorçage syntaxique qui réplique l'expérience précédente lorsqu'il y a bien un accord en nombre. On retrouve les résultats précédents. Et également, lorsque l'accord en nombre est violé, c'est là la condition cruciale, et on retrouve à nouveau l'amorçage précédent. Donc on a bien un amorçage on a un amorçage de la catégorie syntaxique, nom versus verbe, par la catégorie syntaxique du mot qui précède, qui peut être invisible, déterminant versus pronom, indépendamment de l'accord en nombre, et donc y compris lorsque les probabilités de transition sont essentiellement nulles ou très faibles, parce qu'il y a une anomalie syntaxique au niveau de l'accord en nombre. J'espère que vous me suivez à peu près. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu technique. Vous voyez qu'on essaie d'éliminer toutes les interprétations alternatives, mais retenez, si vous voulez, que le système est en train de calculer un arbre syntaxique qui forme un syntagme nominal ou un syntagme verbal de façon non consciente et en tolérant la présence d'anomalies dans l'accord en nombre. Alors évidemment, on peut faire l'expérience exactement inverse. Ici, donc, le sujet est en train de juger si la cible est un nom ou un verbe, mais la cible peut être au singulier ou au pluriel. Et d'ailleurs, nous n'avons pas vu d'amorçage par l'accord en nombre. Donc on a l'impression que c'est la tâche que fait le sujet, se concentrer sur nom versus verbe, qui développe cet effet d'amorçage pour les noms et pour les verbes. On peut évidemment se poser la question inverse. Peut-on amorcer le trait grammatical de nombre indépendamment de la catégorie grammaticale? Donc on prend exactement les mêmes stimuli, mais cette fois-ci on change la tâche qui est faite par le sujet et on lui demande de décider si la cible est au pluriel ou est au singulier. Qu'il s'agisse d'un nom ou qu'il s'agisse d'un verbe, ça n'a pas d'importance. La seule tâche que doit faire le sujet, c'est décider si c'est un nom, si c'est au singulier ou si c'est au pluriel. Évidemment, les amorces elles-mêmes, comme je vous l'ai expliqué, peuvent être au singulier ou peuvent être au pluriel. La question, c'est est-ce qu'on va maintenant avoir un amorçage par le trait syntaxique de nombre? Eh bien, la réponse est très claire. On obtient un amorçage de congruence syntaxique, mais cette fois-ci, ce qui est indiqué, c'est la congruence de nombre, c'est-à-dire si la cible est au pluriel, elle est amorcée par une amorce au pluriel. Si la cible est au singulier, elle est amorcée par une amorce au singulier. Et c'est un effet très important, même dans les conditions masquées, et même lorsque la syntaxe est incorrecte. Et c'est là que ça devient tout à fait extraordinaire. Vous avez un amorçage du pluriel du verbe chavire par le pluriel du déterminant des, donc des chavires, alors que c'est complètement agrammatical. Donc le système a l'air d'être capable d'analyser les mots sous forme de traits syntaxiques, et l'amorçage se produit au niveau des traits syntaxiques, qu'il s'agisse du singulier, du pluriel, du fait d'être un nom, du fait d'être un verbe. Donc cette expérience est peut-être la première sur le plan psycholinguistique à prouver ce que les linguistes ont postulé depuis longtemps, l'existence de ces fameux traits syntaxiques. Le fait que les mots soient catégorisés sous forme de traits, plus verbe, plus pluriel, plus futur, ce sont des choses qu'on voit dans les analyses des linguistes qui indiquent donc une subdivision de l'espace des mots dans des dimensions de traits syntaxiques et qui ont l'air d'être calculées tout à fait inconsciemment. Je reviens au modèle ici. Donc, il y a sans doute pour chaque mot, dans le lexique syntaxique et associé au morphème, une liste de traits qui indiquent de quoi il s'agit. Combien d'arguments? Est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Quelle catégorie? Quel type de structures syntaxiques sont possibles avec ces mots? Quel type de préposition, par exemple, serait possible lorsqu'il s'agit d'un syntagme nominal, etc., etc. Donc, une analyse qui a l'air de se produire complètement non consciemment. Et nous concluons de ce travail que pour ce qui est de l'analyse d'un mot, puisque c'est tout ce que je vous ai montré pour l'instant, un mot semble être catégorisé non consciemment par les bons lecteurs, en tout cas, en lecture ici, au niveau syntaxique.
Alors, il y a une convergence avec d'autres études qui ont été menées dans la littérature, et je voudrais vous mentionner en particulier cette étude de Batrink et Neville, qui ont utilisé une autre méthode pour rendre les mots invisibles et tester la même idée. Le traitement d'un mot peut être effectué de façon non consciente. Ici, il s'agit d'une méthode qu'on appelle de clignement attentionnel ou attentional blink. On distrait temporairement l'attention d'un sujet par une deuxième tâche, et la distraction crée l'invisibilité, si vous voulez. Donc ici, le sujet voit une série de mots qui forment une phrase, l'un après l'autre, dans cette condition qu'on appelle RSVP, c'est-à-dire Rapid Serial Visual Presentation, un mot après l'autre, sauf qu'il a un distracteur, un moment, qui est un son, et il doit juger si ce son est aigu ou grave. Ça le distrait, et à ce moment-là, il peut y avoir une anomalie grammaticale. Ici, on a interverti les deux mots, et donc cette phrase est devenue agrammaticale. La catégorie de mots qui était attendue n'est pas la bonne. Vous voyez qu'on obtient ici, on n'obtient pas le nom que le système attendrait. Ou la distraction peut venir à un autre moment où il n'y a pas d'anomalie grammaticale. On demande au sujet donc de faire cette tâche primaire de jugement du son quand il survient, mais aussi à la fin de la phrase de juger si la phrase était grammaticale ou pas. Et là, c'est astucieux parce que les auteurs catégorisent les phrases en celles où le sujet a réussi à détecter l'anomalie syntaxique et celles où le sujet n'a pas réussi à détecter l'anomalie syntaxique. C'est un phénomène probabiliste, et donc pour exactement la même phrase ou le même type de phrase, on a à peu près moitié d'essais conscients et moitié d'essais non conscients. Le sujet n'a pas détecté qu'il y avait une anomalie, même s'il y en avait une. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les potentiels évoqués? Ici, on enregistre avec les EEG les réponses des sujets, et on s'aperçoit que dans la condition consciente, on réplique ce qui a été observé de nombreuses fois dans la littérature, c'est-à-dire la violation syntaxique, la violation d'une catégorie syntaxique entraîne une réponse précoce, négative, au niveau des régions préfrontales et notamment à gauche. Ce qu'on appelle une early left anterior negativity, une négativité gauche antérieure précoce. Vous voyez, entre 100 et 400 millisecondes, ici, il y a quelque chose dans le cortex frontal qui détecte que la catégorie de mots n'est pas la bonne, qu'on n'a pas obtenu un mot de la bonne catégorie. Et c'est suivi, en général, beaucoup plus tardivement par une positivité qui peut être sur l'arrière de la tête, qu'on appelle P600, même si ici, elle survient encore plus tardivement. Donc ça, ce sont les essais conscients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe dans les essais non conscients. Le sujet, à la fin de la phrase, dit « il n'y avait pas d'anomalie grammaticale, j'ai rien vu d'anormal ». Et pourtant, son cerveau répond. Et vous avez ici une magnifique négativité du même type que celle qui était observée dans les essais conscients. La seule différence, c'est qu'elle dure beaucoup plus longtemps et elle n'est pas résolue en quelque sorte par une onde P600. L'onde P600 semble spécifique de l'accès à la conscience de l'anomalie grammaticale ici. J'ai souvent discuté dans les cours et dans mes articles aussi le fait que ces positivités tardives de type P300, P600, ce qu'on appelle late positive complex, sont des marqueurs intéressants, très réguliers de l'accès d'une information à la conscience. Et on le voit ici, cette onde semble spécifique, tout ou rien, tout à fait spécifique du fait que l'information a accédé à la conscience. Mais même si cette information n'accède pas à la conscience, eh bien, il y a quand même un traitement de la violation syntaxique par des régions qui semblent ici capables de voir que ce n'est pas la bonne catégorie grammaticale qui a été présentée. Donc dans un contexte de phrase, c'est une autre preuve que la catégorie syntaxique des mots peut être traitée non consciemment. Alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin et se poser la question, est-ce que plusieurs mots peuvent être traités non consciemment et combinés entre eux? Ce serait le niveau supplémentaire d'analyse, non plus au niveau du mot isolé, mais au niveau de plusieurs mots qui se combinent entre eux suivant une organisation syntaxique et ici sémantique. Il n'y a pas beaucoup d'expériences qui portent sur ce sujet, et donc vous verrez qu'elles sont un petit peu incomplètes, mais ici, au niveau simplement sémantique, on peut effectivement montrer qu'il va y avoir une combinaison de deux mots qui vont être traités non consciemment. Ce sont des expériences qu'on a menées avec Simon Van Raal lorsqu'il était postdoc au laboratoire, et c'est la première expérience, à ma connaissance, qui présente deux mots non conscients. Vous voyez qu'ici, on flash ces deux mots, toujours pendant une durée très brève, précédés et suivis de masques qui les rendent non conscients, ou bien on enlève les masques, et à ce moment-là, le mot devient conscient. La même idée qu'auparavant, mais avec deux mots. Alors, question, est-ce que deux mots vont pouvoir amorcer un troisième mot? Est-ce que l'amorce peut être constituée de deux mots? Est-ce que la relation syntaxique entre ces deux mots va intervenir? Eh bien, ici, on a choisi une situation très particulière où il y a un modificateur qui modifie un adjectif qui lui-même modifie un nom. Et lorsque le modificateur est très versus pas,
Je vous dis tout de suite que l'expérience était faite en hollandais où toutes ces combinaisons sont parfaitement légitimes et syntaxiques, hein, grammaticales. Mais donc, si le modulateur est très, il va intensifier l'adjectif et on va regarder son effet sur le nom qui suit. Si le modulateur est pas, il va au contraire annuler l'effet de l'adjectif sur le nom qui suit. Au niveau sémantique, c'est ça qui devrait se produire. Donc si je vous dis une très belle guerre, la combinaison belle guerre devrait déjà vous surprendre, parce que l'adjectif n'est pas approprié à ce qui suit, mais une très belle guerre devrait vous surprendre encore plus, parce que j'ai intensifié l'effet de l'adjectif. Une pas belle guerre devient beaucoup plus normale sur le plan sémantique, parce qu'on a annulé l'effet de l'adjectif. Alors la question, c'est est-ce que ce type de combinaison d'un modificateur avec un adjectif peuvent être calculés non consciemment? Pour le savoir, on va regarder ce qu'on appelle la N400, c'est-à-dire la surprise sémantique évoquée au niveau cérébral par le dernier mot lorsqu'il est précédé d'un contexte particulier. Donc P ou guerre obtenue après très belle, c'est surprenant, on doit obtenir une forte réponse N400. Est-elle modulée par le modificateur et est-elle modulée de façon non consciente? Alors, je vous donne d'emblée les résultats au niveau comportemental. Ici, vous avez les temps de réaction et vous avez les taux d'erreur des sujets qui se comportent pratiquement de la même manière. Hein. Les sujets devaient décider donc, si le dernier mot était positif ou négatif. Donc, un jugement de valence, si vous voulez. Et bien sûr, on regarde si leurs jugements sont influencés par l'aspect positif ou négatif de l'adjectif qui précède, du groupe adjectival qui précède. Lors des essais conscients, il y a un amorçage par l'adjectif qui est absolument clair ici, et il y a une modulation par le modificateur. Donc on peut regarder ça ici. Vous avez les essais congruents sur le plan sémantique, donc une sale guerre, par exemple, vont plus vite que les essais incongruents sur le plan sémantique, qui sont par exemple une belle guerre. D'accord ? Mais cet effet, il y a une petite interaction, vous voyez ici, ça se referme un petit peu, qui fait que lorsque tout ceci est précédé du mot pas, eh bien l'effet se réduit. Il y a donc bien une modulation par le modificateur. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plan non conscient, on voit toujours l'effet de l'adjectif, mais pas l'effet du modificateur ici. Donc vous n'avez que l'effet de l'adjectif. Donc le comportement suggère qu'il y a bien un effet inconscient, il y a bien une modulation inconsciente par le sens de l'adjectif qui précède, mais apparemment pas par le modulateur qui le précède lui-même. Bon, ce serait la conclusion à laquelle on arriverait si on n'avait que le comportement. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à la même conclusion sur la base des enregistrements cérébraux. Et les enregistrements cérébraux montrent en fait plus d'étapes de traitement et un traitement syntaxique plus approfondi que le simple comportement. Donc, si on regarde au niveau cérébral, on voit effectivement une onde N400 suivie d'une onde P600, comme je vous l'ai montré pour les travaux d'Hélène Neville. Hein. Donc, ici, c'est en fonction de l'adjectif. Donc, vous avez sale guerre, qui est congruent, qui est en vert, et vous avez belle guerre, qui est incongruent, qui est en rouge ici. La différence existe aux alentours de 400 millisecondes, elle a cette topographie ici, et elle est à peu près la même que les essais soient conscients, démasqués, ou inconscients, masqués. Ce qui fait qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux à ce moment-là. Il y a un effet dans les deux cas. Donc l'adjectif amorce effectivement le nom de façon non consciente, comme on l'a vu dans le comportement. C'est le cas dans les conditions masquées, c'est le cas dans la condition démasquée. Simplement, dans la condition démasquée, il y a aussi la P600, cette onde tardive, positive. Celle-ci n'existe que dans la condition consciente, pas ou pratiquement pas dans la condition non consciente. D'accord ? Bon, ça c'est l'effet de l'adjectif, quelque chose que d'ailleurs d'autres auteurs ont vu auparavant. Hein. Mais est-ce que cet effet d'adjectif est modulé par le modulateur ? Eh bien oui, la réponse est oui. La N400 est légèrement modifiée, alors avec une topographie un petit peu différente, plus vers l'arrière de la tête ici, elle est modulée par l'effet du modificateur, du modulateur ici, et cet effet à nouveau est indépendant du fait que l'on soit conscient ou non conscient, donc il n'y a pratiquement pas de différence, alors qu'à nouveau, l'effet de la P600, lui, existe et il est complètement différent, suivant qu'on soit conscient ou non conscient. Donc vous avez bien deux étapes de traitement, c'est d'ailleurs toujours un peu la même chose dans toutes ces expériences. Hein. Vous avez des négativités qui indiquent un traitement automatique non conscient et des positivités plus tardives qui, elles, ont l'air d'être particulières à la prise de conscience de l'information. Et ici, la négativité nous indique un traitement très subtil puisqu'elle indique que l'adjectif a été modulé par le mot qui précède. On peut le voir d'une autre manière ici. Voilà donc la N400. Mis sous la même forme que les temps de réaction tout à l'heure. Donc vous avez l'effet principal de la congruence de l'adjectif.
et vous avez également la modulation, donc cette interaction ici, par le modulateur qui est présenté sur l'axe des X. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la N400 n'est même pas affectée par le fait que les amorces soient conscientes ou pas. C'est une opération ici linguistique, la congruence sémantique entre les mots, qui n'a pas l'air de dépendre de la conscience du tout, qui se déroule complètement indépendamment de la conscience. C'est vraiment un bon critère de modularité ici. Vous voyez par contre qu'au niveau de la P600, c'est complètement différent. C'est uniquement dans les essais démasqués qu'on a ce bel effet, alors qu'on ne l'a pas lors des essais masqués, et pratiquement il n'y a aucune influence ici sur la P600 des informations non conscientes. Donc le système a résolu la chose, il n'a rien vu du tout, et dans la condition inconsciente, il n'a donc pas de modulation sur la P600. Il reste donc ce phénomène un petit peu surprenant que je vous soumets, mais qui à mon avis est assez profond, c'est que le temps de réaction n'est pas forcément aussi sensible que peut l'être la mesure de l'activité cérébrale. Ici, on a une situation où le comportement ne reflète qu'une partie des effets qui sont vus en imagerie cérébrale. Il y a bien un traitement syntaxique complet des 3 mots, dont 2 sont non conscients, mais on n'en voit qu'une petite partie par le comportement. Alors, je pense qu'il s'agit d'une situation où le comportement est trop rapide, le sujet répond rapidement, sa tâche est assez facile, il doit juste donner un jugement de valence sur ces mots, qui d'ailleurs reviennent régulièrement. Et donc, probablement, la réponse du sujet est émise avant que le cerveau ait eu le temps de faire tous ces calculs qui regardent l'adéquation de l'adjectif avec le modulateur et l'ensemble des 3 mots ensemble. Donc le comportement ne voit pas forcément toutes les étapes de traitement qui peuvent être vues par l'imagerie cérébrale, et c'est tout l'intérêt de ces mesures de l'activité cérébrale pour évaluer en temps réel l'intégration des mots dans les phrases. Alors on en est au stade du 2 mots. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut regarder si une phrase entière est traitée non consciemment? Ce sont des expériences extrêmement récentes, d'ailleurs pas encore publiées, qui ont été menées par Kimihiro Nakamura au Japon, avec qui on collabore. Donc l'idée est simple, on peut présenter une phrase avec énormément de mots, ici en japonais, et chacun de ces mots peut être flashé pendant 33 millisecondes, ce qui nous permet d'introduire des masques entre les deux, et si ces masques sont suffisamment forts, eh bien, le sujet ne voit rien du tout, quasiment rien, il ne se rend pas compte qu'une phrase entière lui est présentée. Alors toujours pareil, on présente un dernier mot conscient. Ça peut être l'objet d'un jugement, par exemple ici un jugement animé-inanimé, qui est aussi un trait syntaxique nécessaire pour, disons, l'analyse syntaxique des phrases. Et donc on va comparer ici l'amorçage lorsque ce dernier mot est précédé par une phrase consciente et lorsque ce dernier mot est précédé par une phrase non consciente. Alors on regarde toujours l'effet sur la N400, donc c'est en japonais, hein, mais en gros c'est ici vraiment ce chien toujours court. Et le verbe final peut être congruent avec le sujet, chien, ou bien il peut être incongruent, parce que par exemple, on attend un verbe pour un objet animé et on obtient un verbe pour un objet inanimé. Ce serait par exemple, je ne sais pas, boue en français, le chien boue. Vous voyez que là, vous auriez un énorme effet de N400 lié à la violation de vos attentes sémantiques, au fait que le verbe ne convient pas au sujet. Donc on regarde toujours ce phénomène de N400, mais cette fois-ci causé par une phrase entière non consciente. Et le résultat plus simple, l'analyse la plus simple, c'est est-ce qu'on obtient un tel effet? Et la réponse est oui, il y a une très belle onde N400 dont vous voyez la topographie ici lorsque les mots sont conscients, ça c'est normal, hein. C'est ce qui a été observé par Marta Kutas depuis, disons, 20 ou 30 ans. Mais ici, vous voyez que même dans la condition masquée, le sujet n'a pas eu conscience d'avoir vu la moindre phrase, eh bien, il a quand même une petite onde N400, donc il y a une violation sémantique ici qui suggère que la phrase a été traitée. Alors ensuite, est-ce que la phrase a été traitée dans sa totalité? Et c'est là que la manipulation est intéressante. À mon avis, elle n'a jamais été faite auparavant dans le domaine de la N400. On manipule la distance entre ce mot critique et le mot critique qui précède ici. Tous les autres mots sont du remplissage en quelque sorte. Mais on peut donc augmenter la distance entre le mot sujet et le verbe avec lequel il va être compatible ou pas. Et vous voyez que lorsque les mots sont démasqués, lorsque la phrase est visible, ça n'a pas beaucoup d'influence ou pas du tout. On a toujours une onde N400, quelle que soit sa topographie, d'ailleurs en avant ou en arrière. Si on regarde les électrodes en arrière ou en avant du scalp, vous avez ce phénomène donc de violation sémantique, quelle que soit la distance,
qui est intéressant ici, c'est que lorsque les mots sont masqués, eh bien, on observe un effet significatif que dans les régions postérieures et que lorsque les mots sont proches les uns des autres. Et c'est peut-être là que nous touchons du doigt une première limitation du traitement non conscient des mots. Certes, il y a un traitement non conscient de la syntaxe qui permet d'arriver à ces effets sémantiques, mais il faut pour cela que les mots soient suffisamment proches les uns des autres. Et lorsque ces mots se suivent, délai de 0, ou lorsque ces mots sont à un mot de distance, on observe un effet d'amorçage, et on observe cette N400 ici, mais lorsqu'il y a une plus grande distance entre ces mots, il semble bien que l'intégration non consciente ne se produise plus, et il n'y a donc plus de violation apparente ici. Donc c'est une expérience qui est très récente, qui est un petit peu isolée, il faut la prendre avec prudence, mais elle suggère qu'il y a effectivement une dépendance de la distance dans l'intégration non consciente, et qu'il faut peut-être être conscient pour intégrer des mots au niveau de la phrase tout entière. Maintenir des informations en mémoire de travail, intégrées à travers le temps, sont probablement des opérations qui dépendent d'un traitement conscient. Alors, j'avance dans ma thématique du traitement non conscient et simplement vais vous mentionner peut-être plus rapidement que prévu, parce que je vois que le temps passe, qu'il y a encore d'autres expériences qui vont un petit peu dans le même sens, qui suggèrent qu'il peut y avoir un traitement automatique des phrases, même dans des conditions non conscientes. L'idée que certains auteurs ont eue, qui est encore plus simple que celle que je vous ai montrée, c'est de ne pas se servir de ces paradigmes d'amorçage, mais de juste regarder qu'est-ce qui s'active dans le cerveau lorsqu'on présente une phrase versus une liste de mots. On a vu la semaine dernière qu'une phrase va donner lieu à une activation beaucoup plus grande qu'une liste de mots parce qu'il y a des opérations syntaxiques supplémentaires. Est-ce que ça pourrait avoir lieu sans conscience? Alors, très rapidement, ça a été fait dans une première expérience par Moshe Bar et ses collaborateurs, Axel Rod, Ries, Jovel. Ils ont présenté une phrase entière dans un œil, l'œil non dominant, et rendu cette phrase entière invisible par ce qu'on appelle continuous flash suppression, c'est-à-dire des flashs successifs très rapides, de très nombreuses formes ici, qui font que lorsque vous êtes soumis à cette stimulation dans l'œil dominant, vous ne voyez que ça. Vous voyez ces flashs qui se succèdent. Vous ne voyez pas que dans l'autre œil, vous êtes soumis à une phrase. C'est une technique qui est intéressante parce qu'elle permet de présenter des stimuli de longue durée. Vous voyez, vous avez une phrase essentiellement normale qui est présentée ici. Si on fermait cet œil-là, on verrait parfaitement cette phrase, il n'y a pas de masquage, mais elle est rendue invisible par compétition interoculaire. Et ce que les auteurs suggèrent, c'est qu'il y a un tout petit peu de traitement syntaxique au niveau des aires cérébrales du langage. Ici, c'est en IRM fonctionnel, ils enregistrent l'activité de l'ensemble du cerveau, ils regardent spécifiquement les aires du langage. Leur première analyse ne montre rigoureusement rien, donc une analyse classique qui contrasterait phrase versus liste de mots ne montre rigoureusement rien dans les essais non conscients, mais ils vont un petit peu plus loin, ils appliquent ce qu'on appelle une analyse multivariée, ils créent un décodeur qui regarde dans l'activité cérébrale est-ce que c'est une phrase ou est-ce que c'est une liste de mots. C'est un système qu'on appelle de machine learning, vous savez, qui est capable d'aller chercher des indices extrêmement subtils dans l'activité cérébrale, et ils trouvent un tout petit peu d'informations, notamment dans le sillon temporal supérieur, dans sa partie postérieure ici, et non pas dans la région de Broca elle-même, mais dans le gyrus frontal moyen. Vous voyez que les taux de succès sont extraordinairement faibles. Là, on est ici à 55% au lieu de 50%. Donc je pense que cette expérience est plutôt une sorte de preuve de concept, mais les résultats sont quand même extrêmement faibles. Et disons qu'il y a une suggestion qu'il puisse y avoir un traitement subliminal dans certaines aires du langage. Et vous voyez que la région de Broca n'en fait pas partie. Ce serait plutôt dans les régions temporales, à nouveau dans les régions postérieures, que se passerait ce traitement intégratif. Bon, des résultats donc quand même assez modestes. On peut mentionner aussi le travail au cours de l'anesthésie qui a été mené par Davis et collaborateurs avec Adrian Owen. Il présente là encore des phrases ou du bruit, donc une différence vraiment énorme dans l'IRM fonctionnel, et le sujet est non pas anesthésie à proprement parler, mais disons sédaté au propofol. Ce n'est pas une anesthésie générale profonde, mais il est quand même endormi avec deux niveaux, un niveau léger, un niveau profond de sédation au propofol. Et voilà ce que vous pouvez voir. Alors d'abord, c'est extrêmement clair, et ça nous trouvons la même chose au laboratoire, qu'on peut être endormi ou on peut être sous sédation et continuer d'avoir une activation très intense des aires auditives et des aires temporales, disons, de traitement du langage dans l'IRM. Vous voyez ici ces activations qui sont nettes dans l'état éveillé et qui continuent de se produire un petit peu plus faible avec sédation. Donc une personne qui est sédatée, qui est endormie, continue de faire une partie du traitement de ces phrases.
Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'il y a parfois des activations frontales, voilà, ces activations frontales ont tendance à disparaître dans la sédation. Et notamment, et là c'est peut-être le plus intéressant de cette expérience, il manipule au sein des phrases l'ambiguïté des mots. Il peut y avoir des phrases comme en anglais « There were dates and pears in the fruit bowl ». Alors vous avez un mot comme « dates » qui est très ambigu, peut être un fruit ou une rencontre, et « pears », c'est pareil, ça peut être un fruit ou ça peut être un ami ou un collègue. Donc la phrase est ambiguë et jusqu'à ce qu'on obtienne « fruit bowl », on n'est pas tout à fait sûr de ce dont on parle ici. Ce surcroît d'ambiguïté conduit à un surcroît d'activation qui est très net dans l'état éveillé, qui disparaît sous sédation. Et on le voit ici, donc il y a une interaction qui est produite dans toutes ces régions entre l'effet de la sédation et le niveau d'ambiguïté des phrases, ambigu ou pas ambigu. Vous voyez que ce réseau ressemble énormément au réseau que nous avions vu dans les fois précédentes. En tout cas, c'est l'un de ces réseaux parallèles temporaux-frontaux qui a l'air de résoudre les ambiguïtés. Ici, on ne sait pas très bien si c'est ambiguïté sémantique ou syntaxique. L'expérience n'est pas très bien faite de ce point de vue-là. Mais enfin, vous voyez que cet effet disparaît complètement, quasi complètement. Peut-être il reste un tout petit peu dans le gyrus temporal ici et un petit peu dans le précentral, mais il disparaît complètement de la région de Broca dans la sédation profonde. Donc, il semble bien que le traitement préfrontal inférieur puisse disparaître et que les effets, par inférence, les effets que nous avons vus dans les expériences précédentes, pourraient impliquer surtout un traitement de l'information au niveau du lobe temporal. On voit aussi la disparition d'un autre effet ici. Lorsque vous êtes sous sédation, vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez entendu. Pourtant, les aires auditives, je vous l'ai montré, sont activées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la perte de mémoire mesurée par un test de reconnaissance des phrases qui ont été présentées sous sédation, corrèle avec la diminution d'activité dans cette région frontale inférieure, ici, en dessous, dans la partie inférieure, disons, de la région de Broca. Donc, là encore, la disparition des activations préfrontales s'accompagne de marqueurs comportementaux, ici, la perte de mémoire des phrases. Donc, il semble bien qu'au moins sous sédation, on n'ait plus accès à ces systèmes de traitement de l'information dans le cortex frontal inférieur gauche, dans la région de Broca. Par contre, dans des conditions peut-être moins sévères, qui sont celles du masquage, il y a encore un traitement de l'information au niveau au moins des mots et de quelques mots, du moment qu'ils soient suffisamment proches. Donc ce sera ma conclusion pour cette partie. Les étapes les plus précoces et les plus simples du traitement syntaxique, pardonnez-moi pour la faute d'orthographe, sont exécutées non consciemment. Catégorisation grammaticale, on sait si c'est un nom ou un verbe. Identification des traits syntaxiques, on sait si c'est au singulier, au pluriel, probablement si c'est animé ou inanimé, combien d'arguments, etc. Ça reste à étudier de façon exhaustive. Et le cerveau répond aux violations qui sont induites par les suites de mots, à la fois au niveau syntaxique, c'est la Early Left Anterior Negativity, et au niveau sémantique, la N400. Et la sémantique découle évidemment, au moins dans une certaine mesure, d'une analyse syntaxique. Mais il semble bien que ça ne se fasse que si les mots sont suffisamment proches les uns des autres, sinon la conscience semble nécessaire pour en quelque sorte remplir l'intervalle de temps pour permettre une mémoire de travail qui relie les mots entre eux à travers le temps. Et le cortex temporal joue probablement un rôle particulier dans ce traitement non conscient, y compris pendant la sédation. La région de Broca, elle, il y a au moins plusieurs indications qu'elle cesse de répondre lors de traitements non conscients, même si ça n'est pas exploré de façon systématique dans toutes les expériences. Voilà ce qu'on peut dire, et ça suggère donc bien qu'il y a un traitement modulaire, au moins pour les premières étapes de traitement, un traitement extraordinairement efficace, automatique, de catégorisation syntaxique des mots et d'alignement syntaxique des mots dans des phrases au moins élémentaires. Alors notre deuxième critère, le réseau du langage est-il encapsulé? Est-ce qu'il réalise un traitement entièrement spécialisé pour la syntaxe? C'est l'un des critères de modularité dont on parlait au départ. Est-ce que c'est un module dans ce sens-là? C'est-à-dire que ce réseau que je vous remontre ici ne traiterait que les opérations linguistiques. Ou bien au contraire, est-ce qu'il s'agit d'un système qui est entièrement partagé par de nombreux domaines de la cognition qui tous font appel à des représentations récursives enchâssées les unes dans les autres? Vous vous souvenez qu'on avait discuté en particulier l'idée récente de Mark Hauser avec Watermull qu'il y aurait non pas une grammaire universelle mais une faculté générative universelle, c'est-à-dire une opération de récursion commune à tous les domaines dans lesquels l'espèce humaine fait intervenir la syntaxe, qu'il s'agisse de la musique, des mathématiques.
Alors ce sera évidemment l'objet de l'ensemble des cours de cette année, mais on peut quand même commencer à regarder ensemble dans ce cours d'aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve une activation systématique, quelles que soient les opérations qui sont menées, dès qu'elles impliquent un assemblage récursif d'objets. Alors la première chose à noter, c'est que même au sein du langage, on n'a pas affaire à un réseau. Donc cette idée qu'il y a un réseau et que la région de Broca intervient dans tous les traitements, ça n'est probablement pas correct. On avait parlé de l'idée, par exemple, de Martinet, d'une double articulation du langage. Le langage intervient à la fois parce qu'il y a une combinatoire des phonèmes pour former les mots et des morphèmes pour former les mots, et puis il y a une combinatoire des mots au sein des phrases. Et il y a sans doute une triple articulation, puisqu'il y a aussi une combinatoire des idées, de la sémantique elle-même. Et dans ce diagramme de Peter Agort, que j'avais discuté l'année dernière, il suggère que ces trois types d'opérations font tout intervenir une notion de merge, une notion de fusion qui crée des arbres au niveau du mot, au niveau de la syntaxe, au niveau de la sémantique, mais probablement avec des réseaux qui sont parallèles. Bon, les données ne sont pas extraordinairement convergentes pour l'instant, mais enfin, on peut quand même montrer déjà qu'il n'y a pas un système de langage, il y a plusieurs systèmes de langage suivant le niveau des opérations combinatoires auxquelles on s'adresse. Donc c'est une première réponse, je pense, à l'idée de Mark Hauser, ça n'est pas un circuit, même au sein du langage. On peut aller plus loin et se poser la question de la prosodie, par exemple, dont je vous n'avais pas parlé l'an dernier. Mais après tout, l'organisation prosodique, c'est aussi une forme d'organisation arborescente. Il y a toute une description des enchâssements prosodiques avec différents niveaux d'organisation. Alors il y a un article récent de Samler avec Marie-Hélène Grosbras et Pascal Belin qui regarde qu'est-ce qui se passe pour la prosodie au niveau cérébral en IRM fonctionnel. Et ils font une analyse extrêmement élégante puisqu'il s'agit de stimuli rigoureusement identiques, mais les sujets doivent les traiter de deux manières différentes. Dans un cas, ils écoutent les stimuli et ils doivent juger s'il s'agit d'une affirmation ou d'une question. Donc là, il s'agit de prêter attention à la prosodie. Dans un deuxième cas, ils doivent écouter les mêmes stimuli et ils doivent décider s'il s'agit du phonème be ou du phonème pe, qui sont distingués par le délai d'établissement de voisement, voice onset time en anglais. Donc je vous fais écouter ces stimuli, j'espère qu'on va pouvoir les entendre. Donc vous entendez, là, la prosodie change et vous pouvez voir qu'on passe d'une affirmation à une question. Et puis ici, une distinction phonémique. Je crois que vous entendez le peu sur la fin. Écoutez bien, vous allez voir qu'au début, c'est un be. Voilà. Alors, la psychophysique est extrêmement élégante. Il y a une sorte de carré de stimuli qui sont synthétiques, et on peut prêter attention soit à la dimension de prosodie, soit à la dimension de phonologie. Je ne vois pas très bien, c'est l'inverse ici, phonème et prosodie. Et les sujets font cette tâche et ont une courbe psychophysique tout à fait normale pour la performance de ces tâches. Ensuite, on les scanne et on regarde quelles sont les régions du cerveau qui s'intéressent à la prosodie, c'est-à-dire celles qui sont plus activées lorsque à stimulus égal, on fait attention à la prosodie. Eh bien, voici ce réseau, et c'est assez remarquable de voir qu'on a un réseau qui est pratiquement symétrique dans l'hémisphère droit de celui que je vous montre depuis longtemps pour le traitement, disons, de l'analyse syntaxique du langage. Donc vous avez une région dans le sillon temporal supérieur dans sa partie postérieure, pratiquement symétrique de la région qu'on voit pour l'analyse syntaxique, et vous avez deux régions dans le cortex préfrontal, ici une très nettement dans la région, disons, symétrique de la région de Broca, et dans le cortex prémoteur. Et vous avez aussi une quatrième région qui se trouve ici dans la partie plus antérieure du sillon temporal supérieur. Ces régions sont reliées par des faisceaux de connexion, un faisceau qui est essentiellement le faisceau arqué, mais tel qu'il est dans l'hémisphère droit, c'est-à-dire plus petit, comme je vous l'avais montré la semaine dernière, que dans l'hémisphère gauche. Donc la région temporale postérieure en particulier, d'après les auteurs, est celle qui projette par le faisceau arqué vers ces régions frontales inférieures et prémotrices, les deux. Et les auteurs font une chose qui est rarement faite ici, ils regardent l'aspect causal de ces activations en utilisant ce qu'on appelle la TMS, la stimulation magnétique transcrânienne. Ils stimulent le cortex prémoteur et ils montrent que la stimulation du cortex prémoteur droit affecte le traitement de la prosodie, alors que toutes les autres conditions de contrôle ne l'affectent pas. Donc la stimulation prémotrice gauche ne l'affecte pas, la stimulation prémotrice droite n'affecte pas le jugement phonologique, c'est uniquement la prosodie qui est affectée ici, uniquement par la stimulation droite.
Vous voyez qu'il y a vraiment un lien assez fort entre l'analyse de la prosodie, au moins dans un cas aussi élémentaire, ici la prosodie d'un seul mot, qui peut être montante ou descendante, dans ce réseau hémisphérique droit symétrique des réseaux de la syntaxe dans l'hémisphère gauche. Donc je trouve que c'est une assez belle preuve qu'au sein du langage, il y a plusieurs langages. Il y a un langage de la prosodie, il y a un langage de la syntaxe. Ils ne se mettent pas en place pour le même moment. Le langage de la prosodie est peut-être le plus précoce chez le petit enfant. Dès quelques jours de vie ou quelques heures de vie, il est déjà en train d'analyser la prosodie. Il l'a peut-être enregistrée in utero. Il y a des expériences qui suggèrent que, en tout cas, c'est extrêmement précoce chez les petits-enfants. Tandis que l'analyse syntaxique, elle, va mettre plusieurs années à se mettre en place et va impliquer beaucoup plus l'hémisphère gauche. Alors, si on s'éloigne ensuite du domaine du langage, tout doucement, on s'aperçoit qu'il y a des dissociations qui sont encore beaucoup plus fortes. Et que ce n'est pas du tout vrai qu'il y a un système qui pourrait être lésé et qui nous ferait perdre simultanément la connaissance de la grammaire et la connaissance de l'organisation temporelle des actions, par exemple, ce qu'on appelle les scripts. J'aime bien citer ce travail déjà assez ancien d'Angela Sirigu et de Laurent Cohen, qui était donc strictement neuropsychologique chez les patients, et il demandait à des patients de réaliser 2 tâches. Dans l'hypothèse de Mark Hauser, on pourrait penser qu'elles seraient toutes les 2 dépendantes de ce système de génération universelle. L'une des tâches est de remettre en ordre des cartes qui portent des mots d'une phrase. Donc je vous laisse faire le travail dans votre tête. Vous avez imaginé, vous avez 5 cartes ici avec à chaque fois des mots comme traverser la rue, pousser par, alors qu'elle, une femme a été, un homme. Vous avez réussi à reconstituer l'ordre de la phrase. Vous faites évidemment des manipulations ici syntaxiques et sémantiques simultanément, mais probablement plutôt syntaxiques pour retrouver quel est le sujet, quel est l'objet, etc. Deuxième tâche, remettre en ordre 5 cartes correspondant à un script familier. Partir, arriver au kiosque, le prendre, payer, demander le journal. D'accord ? Vous avez compris de quoi ça parle. Vous n'avez plus qu'à mettre ça en ordre. Voilà, vous réalisez une opération de manipulation à un niveau plus élevé que celui de la syntaxe du langage, que celui de la sémantique des actions de la vie quotidienne, quelque chose comme ça. Eh bien, les auteurs examinent la capacité de faire ces tâches chez des patients aphasiques de Broca, chez des patients avec ce qu'on appelle des troubles de la sphère préfrontale ou chez des patients qui ont les 2. Et les résultats sont extraordinairement clairs. Il y a une double dissociation, c'est-à-dire qu'un patient agrammatique avec une aphasie de Broca peut très incapable de réaliser la tâche de séquence au sein de la phrase, mais tout à fait capable de réaliser, avec pratiquement pas d'erreur, la tâche de séquence au niveau du script tout entier. Et inversement, vous voyez, c'est magnifique double dissociation ici. Donc vous avez des patients qui n'ont des problèmes qu'avec les scripts, pas avec les phrases, d'autres qui n'ont des problèmes qu'avec les phrases, pas avec les scripts. Et on peut bien sûr avoir les 2, et les lésions dans ce cas-là sont plus larges. Donc c'est tout à fait clair qu'il y a plusieurs systèmes de traitement préfrontal de l'information, ici plusieurs niveaux de représentation. On peut parler, puisque je n'en parlerai plus par la suite, de la syntaxe de l'action. Parce que je vous parlerai de la musique et des mathématiques, mais on peut considérer qu'il y a une syntaxe de l'action également. Lorsque nous réalisons par exemple une opération complexe, elle est organisée en buts et en sous-buts et en sous-sous-buts qu'il faut atteindre successivement. On peut considérer qu'il y a là aussi une forme d'organisation arborescente. Alors, il y a un travail d'Étienne Quéclin qui est assez intéressant, qui est ici à Paris, qui analyse les activations cérébrales lorsque les sujets réalisent des séquences d'action et des séquences d'action, des enchâssements d'organisation de l'action. Et il utilise un design qui est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots. Je pense qu'on peut le comprendre sans rentrer totalement dans le détail. Il y a 2 niveaux de la tâche. Le premier niveau de la tâche, c'est celui de la simple séquence motrice d'actions mémorisées. Alors, les actions consistent à appuyer sur des boutons, bouton gauche, bouton droit, ou les 2 en même temps. Et dans ce qu'ils appellent un chunk, ici, un morceau, eh bien, les sujets font 5 actions de suite qui sont parfaitement mémorisées. On leur a appris qu'il fallait appuyer sur les 2 boutons, à droite, à gauche. C'est un chunk, ils l'ont mémorisé. Donc c'est une petite séquence d'action, une petite routine, si vous voulez, on pourrait appeler ça une routine, qu'ils ont appris à réaliser, et on va regarder s'il y a des activations cérébrales à ce moment-là, soit à l'intérieur de cette routine, soit au démarrage et à l'arrêt de cette routine, par rapport à une condition de ligne de base où les sujets font toujours la même chose, ils appuient toujours sur les 2 boutons, dans un bloc particulier. Donc ils rentrent dans un petit plan d'action.
Mais maintenant, il y a un deuxième niveau où le plan d'action lui-même va être modifié. Donc ici, ce qu'on appelle un superordinate chunk, donc c'est une séquence de tâches cognitives. Ce qui est mis en séquence, ce n'est plus des actions particulières, ce sont des tâches. Alors le sujet a appris, c'est noté C ici pour contexte, il a appris à se comporter dans le contexte 1, dans le contexte 2, dans le contexte 3. Par exemple, il a appris que dans le contexte 1, la lettre A demande d'appuyer à gauche, la lettre B d'appuyer à droite et la lettre C d'appuyer sur les deux boutons. D'accord ? Mais dans le contexte 2, ce sont d'autres instructions. Et la séquence ici, c'est une séquence de tâches. Le sujet sait que lorsque le signal devient vert, il faut faire 2 fois la tâche 1, 2 fois la tâche 2 et 1 fois la tâche 3. Donc c'est toujours une séquence, mais c'est une séquence à un niveau supérieur. Maintenant, c'est un petit peu comme si vous faisiez une recette de cuisine et vous suivez les étapes pour préparer la sauce, et puis les étapes pour préparer la viande, et puis les étapes pour préparer les légumes, et chacune d'elles consiste en une série d'étapes. Donc il y a une organisation hiérarchique. Eh bien, le cerveau reflète cette organisation hiérarchique. Et cette organisation se situe dans des régions très proches de la région de Broca. Ça fait partie de la partie dorsale de la région de Broca. Donc, dans le détail, ce que voit Étienne Quéclin, ici avec Jubot, c'est une activation liée au démarrage et à la fin des actions. Elles sont représentées ici en jaune. D'abord, il y a une activation prémotrice qui est en vert, qui est à l'intérieur de ces séquences. Donc, à l'intérieur d'une séquence, lorsqu'on est dans une séquence bien routinisée d'actions motrices, ici de ces chunks, on a ces activations prémotrices. C'est normal, il faut passer d'une action à l'autre. Ici, c'est le démarrage d'un groupe, d'un chunk, d'une routine, ou l'arrêt d'une routine qui active ces régions qui sont au niveau de la partie dorsale de l'aire 44, dans la région de Broca. Et puis, lorsqu'on passe dans cette condition-ci, ici, superordinate chunk, donc des groupes de routines, le démarrage et l'arrêt de ces routines demandent une activation préfrontale encore plus antérieure, qui cette fois-ci au niveau de l'aire 45. Donc c'est très intéressant de voir cette progression dans complexité qui correspond à la hiérarchie d'organisation des aires préfrontales, mais, et c'est ici que ça nous intéresse pour aujourd'hui, les auteurs suggèrent que c'est une fonction générale de l'aire de Broca. Il s'appuie sur le fait que lorsqu'on regarde la superposition de ces activations avec l'organisation cytoarchitectonique, qui est connue chez d'autres sujets post-mortem, on voit effectivement une activation de la partie dorsale de l'aire 44 et de la partie dorsale de l'aire 45 dans les conditions correspondantes. Donc il suggère qu'il y a une sorte de fonction générale de la région de Broca pour l'organisation hiérarchique des comportements. Et c'est une suggestion qu'on trouve dans la littérature sous de nombreuses plumes, notamment celle de Peter Dominé également. Bon, le problème, c'est qu'il s'agit ici d'analyses intersujets, que les activations ne sont pas vraiment dans le cœur de la région de Broca qu'on voit activée dans le traitement syntaxique, et que les auteurs n'ont pas mesuré chez les mêmes sujets quelles seraient les activations à des traitements des phrases. Donc on ne sait pas, on ne peut pas savoir ici si c'est vraiment exactement la même position d'activation que lors du traitement des phrases, qui serait très intéressant, ou bien, comme je le pense, si ce sont des activations qui sont plutôt dorsales, ici c'est vraiment très dorsal dans la région 44, et si ça n'est pas en fait un autre système qui est activé, mais pas exactement le même circuit que celui des opérations linguistiques. Donc il peut y avoir là encore plusieurs organisations, toutes hiérarchiques, toutes parallèles, toutes dans le cortex préfrontal, mais passant par des systèmes différents. Alors comment le savoir ? Eh bien, il faut absolument mener des expériences qui sont menées chez des individus uniques et avec des analyses qui sont au niveau de l'individu unique. Et je vais terminer en vous mentionnant donc le travail qui remplit ces critères de F. Fedorenko avec Nancy Kanwisher à MIT, qui ont mené une série d'expériences dans les dernières années pour regarder si les aires du langage s'activaient chez les mêmes sujets dans d'autres tâches cognitives plus ou moins difficiles. Alors malheureusement, ils n'ont pas utilisé la tâche d'Étienne Quéclin, ce qui aurait été intéressant, mais ils ont utilisé toutes sortes de tâches qui sont des tâches qui demandent un effort cognitif, qui sont bien connues. Par exemple, on a déjà un premier exemple de mathématiques ici. Les sujets doivent faire des additions, et il y a des additions simples et il y a des additions plus ou moins difficiles. Ils doivent faire une tâche de mémoire de travail qui demande de mémoriser la position de ces points dans l'espace et d'essayer de deviner à quoi va ressembler l'ensemble à la fin. Il doit faire des tâches de mémoire verbale, donc retenir des séries de chiffres et être capable de savoir quel est l'ensemble de chiffres
qu'on a obtenus à la fin. Ils doivent faire la tâche de Stroop, que je pense beaucoup d'entre vous connaissez, qui consiste à nommer la couleur de l'encre dans laquelle est écrit un mot et d'inhiber la lecture automatique des mots. Donc c'est une tâche de contrôle exécutif très difficile. Avec toutes ces tâches demandent un contrôle exécutif, mais dans des domaines légèrement différents. Et on va regarder si elles activent les mêmes régions que celles qu'on obtient dans le traitement classique du langage, donc en comparant une phrase par rapport à une liste de pseudomots. Il y a un contraste suffisamment grand pour être identifié chez chacun des sujets. Donc ceci, la condition de langage ici en haut va servir à isoler les voxels, à les trouver chez tous les sujets, et ensuite on va aller voir s'ils sont activés par ces autres conditions. Il y a également une condition de musique d'ailleurs qui consiste à comparer musique intacte et musique mélangée, qui n'était pas représentée dans la diapo précédente. Alors, que veut dire ce diagramme? Ce diagramme, chaque histogramme ici représente une région cérébrale qui est assez vaste, mais en réalité, ce que vous voyez sous forme d'histogramme ici, c'est l'activation cérébrale propre au sujet dans les voxels qui sont propres au sujet. Donc la méthodologie est la suivante. On commence par identifier des aires du langage propres à chaque individu. Donc à l'intérieur de cette région, par exemple la partie orbitaire du cortex frontal inférieur gauche, on va chercher uniquement les voxels qui sont plus activés par les phrases que par les listes de pseudomots. On va garder uniquement ces voxels-là. Et ensuite, on va regarder la réponse de ces voxels à d'autres conditions qui sont complètement indépendantes, y compris la condition de langage ici à gauche. On utilise des blocs différents pour être sûr de ne pas utiliser deux fois les mêmes données. Ce problème qu'on connaît bien de double dipping, d'utiliser deux fois les mêmes données, ici est complètement évité. Ce sont des données indépendantes et on voit effectivement cette réponse très belle de ces voxels aux phrases plus qu'aux listes de pseudomots. D'accord ? Vous le voyez dans toutes ces régions, temporales et frontales ici. Et ensuite, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe pour les autres paradigmes. Le résultat est extrêmement clair. Il y a extraordinairement peu de recouvrement de ces voxels particuliers aux aires du langage dans les autres tâches. Donc il y a pratiquement, vous pouvez regarder, d'abord très souvent il y a une déactivation, et ensuite il y a très souvent pas plus d'activité dans la condition difficile qui est en couleur que dans la condition facile qui est en blanc ici. Donc, difficile, facile, pour la mémoire de travail verbale, pour la mémoire de travail spatiale, pour la tâche de Stroop, vous voyez pratiquement jamais de différence dans ces aires du langage. C'est l'une des preuves peut-être les plus claires de la modularité ici. Ces voxels sont impliqués dans le traitement du langage. S'ils sont impliqués dans le traitement du langage, ils ne le sont pas dans la plupart de ces autres tâches. La seule exception sur laquelle on reviendra, c'est un tout petit peu d'activation au niveau de la musique. Vous voyez qu'il y a un petit gradient ici. Et c'est parfois significatif. Ça ne l'est plus lorsqu'on fait l'analyse avec une correction pour les comparaisons multiples, puisqu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites ici. Mais il y a peut-être une tendance à ce que l'organisation de la musique, intacte versus mélangée, active ces régions du langage. Mais c'est la seule tendance. Alors, les auteurs montrent aussi dans une deuxième publication qu'il y a une double dissociation, c'est-à-dire qu'il y a d'autres régions qui, elles, s'activent plus pour les tâches difficiles, avec effort, comme la mémoire de travail, par exemple, verbale ou spatiale, ou le calcul, et que ces régions ont tendance à entourer celles qui sont impliquées dans le langage. Donc vous les voyez, le langage est en rouge, et les activations liées à la difficulté de la tâche, ce que John Duncan appelle le Multiple Demand System, un système de flexibilité, en quelque sorte, qui répond à des demandes, des exigences multiples, qui intervient donc dans de très nombreuses tâches. Vous voyez que chez un sujet donné, chaque diagramme ici c'est un sujet différent, chez un sujet donné, il ne semble pas y avoir de recouvrement ou extrêmement peu de recouvrement entre ces deux types d'activation. Même au sein d'une région, comme la région à l'intérieur de la région de Broca, la région de Brodmann 45, vous voyez que dans cette région, les voxels qui sont sensibles au langage ne présentent pratiquement pas d'effet des autres conditions, et les voxels qui sont sensibles à la différence de difficulté vont l'être dans toutes les conditions, y compris dans la situation de langage, dans la situation inverse. Vous voyez que la liste de pseudomots est plus difficile à traiter dans ces régions que la phrase elle-même. Donc vous avez une double dissociation à nouveau. Donc il semble bien que lorsqu'on fait les analyses comme il faut les faire, c'est-à-dire au niveau individuel, en regardant finement voxel par voxel, eh bien en fait on ne trouve pas de recouvrement. Il y a bien une dissociation. Même chose dans la région 44 ici. Alors je conclus avec cette diapositive d'F. Fedorenko, qui est aussi un aspect méthodologique important, et l'on discute dans cet article de Trends in Cognitive Sciences. Il faut se donner des critères clairs pour l'identification des aires du langage. Et d'abord, ça doit être intra-sujet,
Et très important donc de pratiquer des expériences où on a suffisamment de données à l'intérieur d'un sujet donné pour ne plus moyenner à travers des grands groupes de sujets, ce n'est pas toujours rempli. Et même à l'intérieur d'un sujet, qu'est-ce qu'on appelle les aires du langage? Il y a des activations qui sont modalités spécifiques, par exemple dans les aires auditives ou dans les aires visuelles, dans la région de la forme visuelle des mots. Et puis il y a des aires supérieures du langage qui sont activées par l'intersection, qui sont activées aussi bien en visuel qu'en auditif, si vous voulez, aussi bien en lecture qu'en écoute de phrases. Mais ça ne suffit toujours pas parce que si on compare simplement la compréhension du langage avec une baseline, une ligne de base de bas niveau, eh bien on va activer non seulement les régions en rouge, qui sont impliquées dans le traitement du langage, mais aussi les régions en bleu, qui sont impliquées dans toutes les tâches avec effort. Et il est évident qu'il y a un minimum d'effort à faire pour écouter une phrase et y prêter attention. Mais d'après les résultats de Fedorenko, ces deux réseaux doivent être bien distingués parce qu'ils se comportent de façon extrêmement différente. Le réseau en bleu s'active dans de très nombreuses tâches, alors que le réseau en rouge s'active de façon extrêmement sélective en lien avec le traitement des phrases. Et c'est le réseau en rouge sur lequel on doit se concentrer pour le traitement du langage. Et pour cela, il faut sans doute soustraire dans nos activations cérébrales les activations évoquées par des stimuli non linguistiques ou dégradés sur le plan linguistique, qui demandent éventuellement plus d'efforts, de sorte que le réseau en bleu va être plus activé, mais qui va se soustraire et qu'on va isoler les activations en rouge ici, donc les activations spécifiques au langage. Donc vis-à-vis de la question de la modularité, je pense que c'est extrêmement clair. Vous avez déjà ici plusieurs exemples de domaines dans lesquels les aires du langage ne contribuent pas. Bien qu'il s'agisse d'opérations combinatoires, par exemple la reconnaissance des scripts, la compréhension de les séquences d'actions, eh bien, ces opérations combinatoires ne semblent pas se produire dans le cerveau dans les mêmes circuits que le traitement de la syntaxe du langage. Et il semble bien donc qu'il y ait une première preuve de modularité. Alors on l'a vu, la question de la musique est un petit peu ambiguë. Je ne sais plus sur quel diapo, voilà, c'est ici. On voit parfois des tendances assez nettes à ce que l'organisation musicale active des voxels qui sont aussi activés pour le traitement du langage. Et ce sera donc la question pour les 2 prochains cours. Que se passe-t-il avec la syntaxe de la musique? Merci beaucoup de votre attention.